Les amis, si vous comptez partir en voyage en Asie, en backpacking, voyage solo avec son sac à dos, cette vidéo est faite pour vous, tout particulièrement la région Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, je vais vous présenter très concrètement combien l'année dernière, donc en 2024, j'ai dépensé par pays et tout ça rapporté au mois. Je vais vous présenter tous les postes de dépenses déjà, mais les postes de dépenses concrets, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos tournées sur internet où les gens vont par exemple présenter leur voyage sans parler des frais bancaires, sans parler de l'assurance voyage, très important. Bref, je vais vous présenter concrètement combien j'ai dépensé chaque mois dans chaque pays d'Asie du Sud-Est que j'ai fait. Et tout ça, je vais vous le rapporter dans un tableur en fait que j'avais déjà fait auparavant lorsque je suis parti en voyage sur plusieurs mois. Le plus important au final quand vous partez sur du long terme, c'est d'avoir de la visibilité pour savoir quand rentrer. Et donc j'avais fait le choix à cette époque de faire un tableur Excel sur ordinateur et donc chaque jour je rapportais les dépenses journalières. Donc c'est des informations précises et ça va vous permettre vraiment d'avoir un horizon en termes de voyageurs pour savoir combien de temps partir, quel budget vous allez mettre en fonction de tel pays, puisque je ne vais pas donner la moyenne générale. En fonction des pays d'Asie du Sud-Est, ça peut, vous allez voir passer du simple au double, voire au triple, je dirais. Ouais, simple au triple, quasiment. Donc, je vais vous présenter pays par pays, région par région, combien à peu près vous risquez de dépenser en termes de voyageurs solo. Mais d'abord, avant ça, je vais vous expliquer un peu mon mode de fonctionnement pour que vous voyez si vous représentez à moi en termes de voyageurs. Parce qu'en termes de voyageurs, je peux aller partir en Asie et faire uniquement des hôtels 4 ou 3 étoiles et forcément mon budget ne sera pas le même. Donc moi je suis parti sur l'année 2024, c'est assez récent quand même et j'ai fait plusieurs mois en Asie du Sud-Est. J'ai fait la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, mais uniquement Kuala Lumpur. Donc je vais rapporter le budget de Kuala Lumpur sur un mois, mais voilà, c'est uniquement pour la capitale. Je sais que le reste de la Malaisie d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un peu plus cher que Kuala Lumpur en général, pour les activités du moins. Également Singapour et je ne sais plus si je vous l'ai déjà annoncé, l'Indonésie. Moi, mon mode de fonctionnement en voyage, c'est voyageur solo. Très important à noter solo, parce que si vous êtes à deux, forcément les nuits d'hôtel, vous divisez par deux. Donc moi, je parle uniquement en termes de voyage individuel. J'avais uniquement un gros sac à dos, c'est ce qu'on appelle en fait backpacking, et j'ai mixé hôtel et auberge de jeunesse, sachant que dans la vidéo peut-être que je vais utiliser le terme hostel avec un S. Ça veut désigner tout simplement les auberges de jeunesse. C'est juste que c'est le terme anglais et qu'à force de le répéter, ça finit par entrer dans ma tête. Donc peut-être que lorsque je vais parler plus d'hostel que d'auberge de jeunesse. D'ailleurs, le terme est également plus court à formuler. Mon objectif que j'ai eu durant ce voyage, c'est vraiment de limiter mon budget en termes de transport, quitte à prendre des transports un petit peu plus longs. Par contre, pour tout ce qui est activité, j'étais vraiment open bar. J'ai fait toutes les activités que j'avais envie de faire globalement. De la plongée, du snorkeling, des excursions, visite de parcs naturels, des temples, des bâtiments historiques, bref. J'étais open bar à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée à peu près d'un budget de quelqu'un qui voyage serré en termes de transport, mais qui s'est fait très concrètement chaque jour plaisir sur les activités. Allez, c'est parti. Je vais vous donner le poste de dépenses. Je vais afficher tout ça ici et je vais vous donner déjà les catégories et les sous-catégories. Alors, au total, j'ai identifié 13 critères que j'ai suivis durant tout le long de mon voyage, chaque jour ou chaque mois en fonction des postes de dépenses. Certains seront mensuels, à savoir, donc je vais classer dans l'ordre plus ou moins de priorité. Bon, vous allez voir que c'est pas totalement ça non plus. Dans un premier temps, premier critère, le logement. Logement, donc comme je vous ai dit, ça peut être à la fois hôtel, auberge de jeunesse, mais aussi homestay, c'est-à-dire logement chez l'habitant. Deuxième poste de dépense, la nourriture, forcément. Troisième poste de dépense en Asie, puisque ce n'est pas comme l'Europe, tout ce qui est eau, c'est pas de l'eau potable qui est au robinet, donc j'ai vraiment fait un poste boisson, à savoir eau, apéritif, ça peut être bubble tea, bref, l'ensemble des boissons. C'est vraiment un poste de dépense, vous allez voir, en Asie à part, et vous allez être étonné de voir le niveau de dépense qu'il peut y avoir des boissons par rapport à la nourriture, ça peut vite coûter cher.
Ensuite, les trajets que j'appelle les trajets longs. Donc, c'est les trajets en avion, en train, en bus ou en bateau de longue distance pour aller d'un endroit A à un endroit B où je vais rester. En général, c'est le genre de trajet, vous avez votre sac à dos avec vous, avec toutes vos affaires. Ensuite, forcément, on a parlé de trajets longs. Maintenant, c'est les trajets courts. Les trajets du quotidien. Si je suis dans une grande ville d'Asie, ça peut être le métro, ça peut être le Grab, qui est le Uber local pour des courts trajets, mais également la location de scooters personnels, donc pour conduire soi-même. Ensuite, j'en étais où? Oui, ensuite, la SIM card, super important. J'espère que vous m'entendez bien, là, je suis... une moto qui accélère au loin. La SIM card, je disais donc, super important pour moi puisque je travaillais à distance sur ordinateur, donc c'était vraiment capital d'avoir un bon débit et donc pour moi c'était un poste de dépense important. Et puis en termes de voyageurs également, lorsque vous voulez découvrir de nouveaux endroits avec Google Maps, etc., c'est quand même intéressant d'avoir de la bonne donnée, de la bonne data. Après, forcément, on a les visas ou le visa en fonction, donc vous allez voir, je vais vous présenter en fonction des pays. Certains pays ont une exemption, d'autres non. Autre budget super important, forcément, les loisirs, les activités. Ensuite, les massages. Oui, c'était un budget vraiment à part que j'ai tenu à mettre en place. Bon, si vous n'aimez pas les massages, a priori, ça ne vous regarde pas. Mais moi, personnellement, je suis un fan de massages, surtout les massages thaï, les massages vietnamiens. Bref, je fais beau. À l'époque, du moins, j'allais dire je fais beaucoup de sport, mais c'était plutôt à l'époque. À l'époque, je faisais beaucoup de sport, si on peut dire ça comme ça. Et donc, forcément, étant donné les prix des massages sur place, c'était vraiment un budget à part parce que c'était juste génial à ce niveau-là. Je crois que c'est la 10e catégorie si je ne me trompe pas. Assurance et médecin, donc tout ce qui est frais médicaux sur place engagés, ça peut être pour si vous êtes malade, ça peut être des médicaments en pharmacie et puis votre assurance voyage. D'ailleurs, j'ai un petit tips à vous donner à ce niveau-là juste après cette présentation. Ensuite, un budget autre en général, ça peut être crème solaire, anti-moustique, super important pour l'Asie avec l'humidité. Vous avez pas mal de maladies qui se baladent avec les moustiques, donc je vous conseille de vous protéger à ce niveau-là. Et également tout ce qui peut être casse matérielle, bref, X, Y, j'ai perdu un pantalon, j'en rachète un. Voilà, c'est le budget autre. Avant-dernier budget, tout ce qui est abonnement en cours. En l'occurrence, j'avais Netflix, j'avais un VPN, super important en Asie si vous voulez vous connecter à la Wi-Fi publique, prenez un VPN. Il y a des VPN gratuits, je ne sais pas forcément la promotion des VPN payants, mais en tout cas, prenez un VPN, super important. Et l'antivirus, voilà, pour sécuriser une dernière fois mes outils numériques. Bon, pour vous, ce n'est pas forcément obligatoire, mais comme moi, j'avais l'ordinateur et que c'est mon outil de travail, on évite tout problème comme ça. Et enfin, dernier poste de dépense, les frais bancaires. Quand je dis frais bancaires, je ne parle pas uniquement des frais engagés par votre banque tous les mois sur votre compte bancaire, mais je parle des frais de retrait dans les ATM. Vous allez voir qu'en fonction des pays, parfois il y a des frais automatiques qui s'appliquent, même si vous avez une carte sans frais. Voilà, donc c'est l'ensemble des postes de dépenses. Et on passe tout de suite au premier pays. C'est parti! Premier pays et premier mois, il s'agit de la Thaïlande. Thaïlande, souvent le pays numéro 1 en tant que backpacker. Si vous commencez votre voyage en Asie, c'est le pays des commodités, de la facilité. Il y a beaucoup de voyageurs, beaucoup de touristes. C'est facile pour commencer un premier voyage solo. Donc j'ai fait le choix de commencer par la Thaïlande, surtout que c'était le pays que en fait, je connaissais d'Asie du Sud-Est, le seul où j'étais déjà allé auparavant. Donc effectivement, solution de facilité. Et donc la Thaïlande du nord et du centre, globalement, durant ce mois, j'ai fait Bangkok, Chiang Mai et Pai, donc le nord et les montagnes thaïlandaises. Je précise bien le centre et le nord de la Thaïlande car ensuite, je vais présenter un mois de dépenses dans le sud et dans les îles en Thaïlande et vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose en termes de dépenses. Donc, au niveau des logements, j'ai fait environ 50% du temps en auberge de jeunesse et 50% du temps en hôtel. Et au total, j'ai dépensé 11 € par nuit en moyenne, ce qui me donne 330 € de dépenses sur le mois. En termes de nourriture, la Thaïlande c'est génial, c'est super bon, surtout la nourriture du nord. Et
ça ne coûte rien. Vous pouvez avoir des super plats pour 1,20 €, 1,30 € sur les marchés. Alors moi, je suis quelqu'un de très gourmand, donc en termes de dépenses de nourriture, en vous faisant plaisir, 5,10 € par jour. Je vous donne les virgules, comme ça je vous donne le budget exact que j'ai dépensé en moyenne, ce qui donne 155 € sur le mois, et c'est uniquement des plats déjà préparés en restaurant ou en street food. Je n'ai rien cuisiné moi-même, donc ça c'est génial quand même, 150 € par mois pour manger au restaurant. Franchement, c'est le paradis pour ça. En termes de boissons, donc tout ce qui est bouteille d'eau, ça peut être une petite bière en fin de journée, etc. 2,75 € par jour en moyenne, ce qui donne rapporté sur le mois 83 €. Ensuite, nouveau poste de dépense, les trajets longs. En l'occurrence, j'ai pris, alors je note, je lis en même temps mes notes, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'ai pris 2 trajets de train longue distance, super train, un train de jour, un train de nuit et 2 trajets en minivan. Et au total, ça m'a coûté 56 € sur le mois, c'est-à-dire vraiment peu cher, sachant que le trajet le plus cher, c'était mon trajet train de nuit qui m'a coûté, je crois, 21 € environ avec les frais de conversion pour faire Bangkok-Chiang Mai. C'est pour vous dire les prix. En termes de trajet court, à savoir le taxi que j'ai pris depuis l'aéroport comme un bon pigeon, le métro, en l'occurrence le métro souterrain de Bangkok et la location de scooter dans le nord, je me suis sorti pour en moyenne 1,40 € par jour. Oui, 1,40 € par jour. Je ne me suis pas trompé de budget. Et donc 42 € par mois au total. Il faut savoir qu'en termes de taxi, en Asie, souvent vous avez 2 options. Taxi voiture, taxi moto. Le multiplicateur entre une moto et une voiture, c'est environ 4 ou 5 fois le prix potentiellement. Et donc sur ce premier mois en Asie, j'avais fait vraiment attention. Donc soit je négociais le prix directement avec les chauffeurs, soit je prenais uniquement des taxis moto. J'ai aussi beaucoup marché. C'est pour ça que le budget est aussi bas, mais vous pouvez faire monter le budget presque au double. Mais le double, ça reste 3 € par jour, donc pas grand-chose. En termes de forfait SIM card, j'ai pris l'option la plus grosse, tout simplement, de l'opérateur AIS, qui est le meilleur opérateur en Thaïlande et qui m'a coûté à l'époque 26 € par mois. C'était illimité, oui c'est ça. Bande passante illimitée, 5G, voilà, 5G illimité sur l'ensemble du réseau AIS, donc c'était génial à ce niveau-là, 26 € par jour. Au niveau des visas, faut savoir que j'avais fait une demande de e-visa à l'avance pour rester 2 mois en Asie directement, 2 mois en Thaïlande, excusez-moi. Et donc je n'ai pas engagé de frais supplémentaires en arrivant sur place, j'ai seulement payé sur le site internet de l'ambassade thaïlandaise environ 1 mois avant. Et ça m'était revenu pour 30 € pour 2 mois, donc on va rapporter ça à 15 € de dépenses par mois, c'est-à-dire très peu cher. Vous allez voir, la Thaïlande, c'est un des pays les moins chers en termes de visa. En termes maintenant de loisirs et d'activités, alors je vous lis ces activités que j'ai faites, comme ça, ça vous donne un peu une idée. J'ai fait les temples à Bangkok. À Bangkok, les temples sont potentiellement payants en fonction, surtout les plus gros temples. Donc, temple à Bangkok, j'ai payé l'entrée du parc naturel à Pai, dans le nord, visite d'un sanctuaire d'éléphants, et puis d'autres activités également, un peu plus secondaires. Et au total, ça m'est revenu pour 79 € sur l'ensemble du mois. On passe au poste des massages. Les massages, je me suis fait plaisir, j'en ai pris plusieurs par semaine. Différents types, mais surtout des massages thaï parce que c'est vraiment génial quand vous êtes sportif, ça fait vachement du bien et moi j'ai pas mal de problèmes au dos donc c'était vraiment juste parfait. Et pour les massages, j'ai dépensé 48 € sur l'ensemble du mois, sachant qu'un prix de massage c'est entre 6 et 7 € environ. Assurance médecin, information super importante, beaucoup de voyageurs ne le savent pas, y compris des voyageurs de longue date que j'ai croisés en Asie. Si vous avez une carte Visa, je suppose que pour la carte Mastercard aussi vous avez certaines fonctionnalités. Sachez qu'avec votre carte Visa, sans abonnement supplémentaire, normalement vous avez une assurance 3 mois voyage. Donc sur les 3 premiers mois à l'étranger, vous n'avez pas besoin, selon moi, en tout cas je m'en suis servi et ça a fonctionné, vous n'avez pas besoin de prendre d'assurance privée type Chapka, etc. En fait, vous avez déjà votre carte Visa qui vous couvre à ce niveau-là. Vérifiez quand même, en fonction des cartes Visa, vous avez un premier seuil de paiement. Moi, j'avais une Visa, je crois, Electron.
Et dès le premier euro, c'était remboursé en termes de frais médicaux. Donc voilà, c'est bon à savoir, sachant qu'une assurance voyage, c'est environ 40 à 60 euros. Donc vous économisez déjà environ 150 euros puisque c'est valable 3 mois. Donc 0 euros de dépenses pour la Thaïlande en termes de santé, puisque tout a été remboursé. En termes de catégorie haute, crème solaire, anti-moustique, ça peut coûter un petit peu cher. En tout, j'en ai eu pour 40 euros sur le mois, en ne lésinant pas sur la quantité, puisque c'était le premier mois en Asie et que voilà, je voulais faire attention avec ma petite peau fragile. En termes d'abonnement, tous les mois, j'ai la même dépense VPN, Netflix et antivirus, c'est-à-dire 35 euros par mois. Pour les frais de retrait en Thaïlande, le premier mois, je me suis fait avoir. Astuce très importante pour la Thaïlande, il faut absolument, si vous avez une carte type Boursorama, N26, bref, une banque en ligne où il n'y a pas de frais de conversion entre devises, il faut absolument, lorsque vous la rentrez dans le distributeur pour retirer de l'argent, cliquer sur « Non, je n'accepte pas le taux de change de la banque thaïlandaise ». Moi, je pensais qu'il fallait l'accepter, sinon ça allait refuser la transaction. Et écoutez, je me suis pris une quinzaine d'euros de frais de conversion puisque le taux de la banque n'était pas le taux réel de ma banque à moi en ligne. Donc surtout, si vous avez une carte sans frais, n'acceptez pas le taux de change local, cliquez sur non, ne vous inquiétez pas, la transaction ne sera pas refusée. Ce qui fait donc au total, sur un mois dans le nord de la Thaïlande, la dépense de 980 euros net. Vous voyez qu'en termes de budget quand même, 980 euros, 50% d'hôtel, 50% d'auberge de jeunesse environ, je me suis fait plaisir. L'Asie, c'est vraiment sympa en termes de budget quand même. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de voyageurs qui restent longtemps là-bas. Deuxième mois en Thaïlande, cette fois-ci dans le sud sur les îles et en haute saison. Pour être honnête avec vous en termes de fonctionnement, en fait j'ai commencé par la Thaïlande, j'ai surtout fait le nord. Je suis parti dans un autre pays que je vais vous présenter ensuite en termes de budget. Et je suis revenu ensuite en haute saison, à savoir décembre et également le mois d'avril, dans le sud sur les îles. Et là, je vais vous donner le budget moyen de ces 2 mois rapporté sur un mois. Vous allez voir, en termes de budget, le sud et les îles, c'est pas du tout la même chose en termes de poste de dépenses. Pour les logements, excusez-moi, même prix, mais cette fois-ci, je suis resté uniquement en auberge de jeunesse. Donc, j'ai dépensé environ 11 euros par mois, sachant que sur les îles, il y a des auberges de jeunesse qui montent jusqu'à 22-23 euros par nuit. Ce n'est pas les auberges que j'ai prises, mais quand même, il faut le savoir, 11 euros, c'est le prix moyen d'une auberge de jeunesse en saison haute et sur une île paradisiaque en Thaïlande, selon moi. En termes de nourriture, cette fois-ci, budget, hop, il prend un coup, il monte de 30%, 7,50 euros de dépenses par jour. Et j'ai fait beaucoup plus attention que le premier mois en Thaïlande dans le nord, puisque cette fois-ci, j'ai uniquement mangé de la nourriture thaïlandaise, à savoir, hop, j'ai des libellules. Bon, c'est sympa sur la vidéo, mais ça me perturbe un petit peu. Allez. Voilà, c'est bon, elles sont parties. Je disais donc que, en termes de dépenses au niveau nourriture, j'ai mangé uniquement thaï sur les îles pour éviter de faire gonfler le chiffre avec de la nourriture européenne. En termes de boissons, 3,80 € de budget en moyenne par jour. Et donc, c'est forcément aussi, comme vous vous en rendez compte, beaucoup plus cher que dans le nord. En termes de transport, long, cette fois-ci, 110 € sur le mois, avec un billet d'avion en interne, 3 bus et plusieurs trajets en bateau d'île en île. Sachant que j'ai exploité à la fois le côté golfe de Thaïlande, pardon, je crois que pour vous c'est de ce côté-là, bref, golfe de Thaïlande qui est la mer située à l'est, mais aussi la mer d'Andaman. Donc j'ai vraiment un rapport, j'ai pu tester les deux et globalement on est à peu près sur les mêmes prix, golfe et mer d'Andaman. Pour la location du scooter sur les îles, ça m'a coûté sur le mois environ 6 € par jour puisque j'ai loué sur les 30 jours. Voilà, 6 € par jour, vous avez un scooter 115 à 125 cm3. C'est déjà un scooter largement suffisant si vous êtes en voyage solo. Et 6 €, c'est le prix moyen. Vous pouvez avoir un peu moins cher, mais voilà, je ne pense pas que ça sera moins de 5 € en haute saison globalement. Sauf si vous êtes un as de la négociation, ce qui est possible. Les sorties, 120 € au total avec globalement du snorkeling, de la plongée,
et du surf, puisque oui, on ne le sait pas beaucoup, mais en Thaïlande, au niveau de la mer d'Andaman, il y a quelques vagues. Alors, ce n'est pas des vagues avancées, mais vous pouvez surfer. Il y a quelques spots dans le nord, côté Myanmar, proche de la frontière, et c'est très sympa, donc ça compte aussi dans le budget. Pour les massages, on est à 45 € sur le mois, sachant que sur les îles, c'est plutôt 350 bahts. Baht, c'est la monnaie locale, pour 1 heure de massage thaïlandais, alors que dans le nord, on est un peu plus vers 250 bahts et à Bangkok, 300 bahts. Donc Bangkok, c'est la moyenne, le sud, c'est un peu plus cher. 350 bahts, je ne sais plus exactement de tête, mais ça vous revient pour à peu près, je crois, 8 €, 9 € peut-être. 9 €, ouais. Actuellement, avec le cours du baht qui a un petit peu monté par rapport à l'euro, on est plutôt sur 9 €. Allez les libellules. D'ailleurs, c'est des libellules ou pas? Bon, bref, je sais pas, mais c'est sûr que si l'autofocus se fait sur elle, ça le fait pas. Je veux bien rester net. Et le dernier budget, la crème solaire et l'anti-moustique pour un budget de 25 € sur le mois, puisque j'ai récupéré les crèmes solaires que j'avais déjà avant. Mais voilà, sur les îles, les crèmes solaires sont plus chères, une quinzaine d'euros environ. Donc, au total, ce qui vous intéresse le plus, là je vois que j'ai beaucoup parlé, c'est de savoir le prix sur le mois. Et sur le mois, on est concrètement à 1260 € net de dépenses dans le sud de la Thaïlande, dans les îles et en saison haute. Voilà, vous avez une idée du budget, 1260. Et je pense que si vous tirez au maximum vers le bas, sans faire de travail bénévole, puisqu'il y a aussi cette option, effectivement, d'être logé gratuitement en travaillant, mais en tant que voyageur, vous tirez le budget vers le bas sur les îles tout en vous faisant plaisir, vous êtes environ à 1100 €. Et si vous faites un peu moins attention et que vous voulez prendre des hôtels, vous pouvez vite passer à 1500 €. Super important, hein. Vous voyez qu'il y a une hausse de plus de 25% de différence. Donc le mode de voyage est très important en haute saison en Thaïlande. Voilà, on a fini pour la Thaïlande et on passe au prochain pays. Le prochain pays, c'est tout simplement le potentiellement deuxième pays le plus populaire pour les voyageurs solo d'Asie du Sud-Est, surtout récemment. J'ai l'impression que depuis 2025, il y a une marée humaine qui part là-bas. Quoique, soit disant passant, ça reste moins touristique que la Thaïlande. Il s'agit du Vietnam. Alors le Vietnam, je l'ai fait 2 fois, une fois en arrivant par le nord, une fois en arrivant par le sud. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à la Thaïlande, c'est que les prix sont plus serrés dans le sens où la différence entre le nord du Vietnam et le sud du Vietnam, il n'y a presque pas en fait de différence en termes de prix. Globalement, c'est assez compact et donc je vais vous donner un budget moyen sur un mois pour l'ensemble du Vietnam. Cette fois-ci, je ne vais pas séparer en 2 menus le nord et le sud. Je vais tout vous présenter d'un coup. Globalement, les destinations que j'ai faites, c'est Hanoï, dans le nord, la capitale. Ha Giang, qui est aussi la capitale régionale du nord du Vietnam, un district en particulier, qui est une ville d'ailleurs très sympa que je recommande. J'ai fait Cat Ba, qui est une île juste à côté de la baie d'Along. J'ai fait également Ninh Binh, la baie d'Along terrestre. Et la deuxième fois, j'ai surtout fait Da Nang à nouveau, le centre du Vietnam que j'adore. Centre du Vietnam, je vous le dis, c'est sous-coté. C'est la région la plus sous-cotée du Vietnam selon moi. Vous avez des villes super, des temples magnifiques. Les gens sont sympas. J'ai pas eu le même ressenti dans le nord du Vietnam, pour être franc, en termes d'accueil. C'était mitigé en termes de... voilà, surtout quand vous êtes voyageur solo, vous êtes très accroché aux échanges sociaux. Et c'était un petit peu dur dans le nord du Vietnam. Bref, j'ai fait toutes ces villes-là, excusez-moi. Et dernière ville, je pense, j'ai fait Da Lat, qui est une station... touristique dans les montagnes, dans le sud du Vietnam, pas le sud-sud, mais quand même voilà, légèrement au nord de Ho Chi Minh Ville. Et voilà, très belle ville également, on l'appelle la Suisse vietnamienne. Bon, ça ne ressemble pas vraiment à la Suisse, mais c'était très sympa. Allez, c'est parti, on passe au budget concret. Au niveau des logements, j'ai dépensé en moyenne 8 € par nuit avec environ 40% du temps où j'étais en auberge de jeunesse hostel et 60% du temps en hôtel tout de même. Donc la majorité du temps, vous avez vu, j'ai eu ma chambre individuelle, grand lit et parfois des super chambres. Je pense que je vais vous mettre quelques photos qui vont apparaître sur ma droite. Ma droite à moi en tout cas, je ne sais pas comment ça va rendre sur la vidéo, avec des photos de chambre et les prix de mes dépenses pour le Vietnam. Vous allez voir que ça ne coûte rien, c'est assez impressionnant. Donc au niveau des auberges, on est à peu près à 5 € de moyenne par nuit. Et pour les hôtels que j'ai fait, on est en moyenne à 13 € par nuit.
ce qui fait donc 240 € de dépenses sur le mois. Par rapport à la nourriture, en termes de dépenses, on est à 7 €, excusez-moi, 66, je vais y arriver, par jour. Et donc, j'ai du mal, il y a beaucoup de chiffres sur mon tableau, ça fait 230 € par mois, sachant qu'au Vietnam, ils sont extrêmement forts également pour cuisiner de la nourriture internationale. Il y a beaucoup de restaurants français de par son passé colonial, mais également beaucoup de restaurants italiens, il faut le savoir, et ils font de la super nourriture. C'est selon moi le pays d'Asie où ils cuisinent le mieux la nourriture internationale. Allez, du balai. Je crois que je vais me faire embêter durant toute la vidéo. Peut-être que c'est le spot. Bref, donc dans les 7,66 €, il y a de la nourriture vietnamienne, mais aussi internationale. Au niveau des boissons, j'ai dépensé environ 4 € par jour, ce qui fait 120 € sur le mois. On peut trouver que c'est un petit peu cher, mais il faut savoir qu'au Vietnam, ce sont des spécialistes du thé, mais surtout du café. Et ils ont un café particulier qui s'appelle le Egg Coffee, qui est délicieux. Et j'en prenais un tous les jours. Donc en termes de budget, ça montait un petit peu. Pour les trajets, en termes de trajets longs, en l'occurrence, j'ai pris 2 fois le train et 4 bus au total. Et ça m'a coûté 68 € sur l'ensemble du mois. Donc vous voyez encore une fois que le budget est serré. Et en plus, je n'ai pas négocié les prix dans les gares ferroviaires ou routières. Je suis directement passé par mes hôtels et hostels, donc je suppose qu'ils ont pris des commissions. En soi, vous pouvez vous en sortir pour moins cher que 68 € pour visiter l'ensemble du Vietnam, ce qui est quand même fou. Pour les trajets courts, j'ai dépensé en moyenne 3 € par jour, ce qui fait 90 € sur le mois. Et j'ai mon record de prix de location de scooter loué dans le centre de Da Nang. Da Nang, c'est la capitale du centre du Vietnam, du moins c'est la ville la plus grosse, et je m'en suis sorti à 2,80 € par jour pour la location d'un scooter 125 cm3, ce qui est juste incroyable. Je crois que le mot incroyable, j'ai beaucoup le dire. D'ailleurs, on pourra peut-être mettre un compteur, mais c'est un peu le titre de cette vidéo au final, en termes de dépenses. Et là, je ne vous donne pas forcément les dépenses les moins chères, je vous donne mes réelles dépenses en termes de voyageurs débutant globalement, puisque le Vietnam c'était mon 3e mois en Asie et 3e mois de ma vie en voyage solo également. Donc vous pouvez très facilement accéder à ce genre de budget. Ah, renverser ma bouteille d'eau. En termes de SIM card, j'ai dépensé 9 € sur l'ensemble du mois avec un forfait de 70 gigabits. Sur ce forfait-là, de données mobiles de 70 gigas, j'avais 30 gigas de données en débit important et ensuite les 40 gigas restants, c'était un débit limité, mais c'était largement suffisant pour mon utilisation, sachant qu'il y a de la Wi-Fi partout dans les restaurants, donc ça n'a pas posé problème. Pour le visa, vous avez une exemption de visa en termes de ressortissants français de 45 jours au Vietnam. C'est un gros point positif. D'ailleurs, je crois qu'ils comptent encore l'augmenter. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. À vous de vérifier directement sur Internet. Il y a un site qui s'appelle un site qui s'appelle Rapid Visa, si je ne me trompe pas, qui propose des prestations de services sur les visas, mais surtout, ils ont une présentation en fonction de si vous êtes français, suisse ou belge, de l'éligibilité que vous avez sur les exemptions de visa. Donc regardez sur ce site-là, c'est très intéressant et ça vous permet d'avoir une information à la fois efficace mais surtout mise à jour puisqu'ils ont tendance à être très actifs. En termes de loisirs, globalement, j'ai dépensé 180 € sur le mois, donc on est beaucoup plus élevé que la Thaïlande, mais j'ai décidé de faire la Ha Giang Loop, qui est en fait un road trip de 3 jours avec un chauffeur et toute la formule inclus dans le nord du Vietnam. C'est une activité très touristique, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et donc pour cette activité, je me suis sorti à peu près pour 140 €. Donc en fait, ça a compté pour la majorité du budget sur le mois. Puis j'ai fait également la baie Da Long, plus ou moins. J'étais à Cat Ba, donc c'est à côté. Donc j'ai profité pour faire des excursions en bateau. À chaque fois, je m'en suis sorti pour entre 10 et 15 €. Donc voilà, ça me donne à peu près 180 € de moyenne sur le mois. En termes de massage, oui, puisque on ne le sait pas, mais les Vietnamiens sont aussi réputés pour leurs massages, principalement des massages à la pierre chaude. C'est un peu moins brutal que le massage thaï, mais c'est aussi très bien. 39 € par mois, sachant que les massages là-bas, c'est plutôt entre 9 et 11 €, donc environ 30-40% plus cher qu'en Thaïlande, mais ça vaut vraiment le coup. Il faut essayer si vous aimez ça, surtout tout ce qui est massage au dos. En termes d'assurance, encore une fois, je vous rappelle, votre carte Visa, éligibilité, 3 mois couvert en termes d'assurance, donc j'ai dépensé 0 € puisque ma carte est également gratuite.
Au niveau budget autre, j'ai dépensé 5 € par mois, voilà, je sais plus ce que c'était, mais c'est vraiment très peu. Les abonnements, toujours 35 € par mois, le VPN, Netflix et l'antivirus. Et les frais de retrait bancaire, j'en ai eu pour 2,50 € puisque cette fois-ci, je ne me suis pas fait piéger par le bouton où il fallait accepter le taux local. Néanmoins, petite information, il y a certaines villes au Vietnam, y compris des grosses villes, où ils ont des terminaux de paiement qui ne sont pas connectés au réseau international de paiement. Ce qui veut donc dire que si vous n'avez pas le logo Visa ou Mastercard sur l'ATM en question, il est possible que l'ATM ne fonctionne pas avec votre carte. D'ailleurs, petite anecdote à ce niveau-là, pour mon anniversaire, je suis arrivé dans la ville de Dalat, qui est une ville, je vous ai dit, en montagne, avec quand même 200 à 400 000 habitants, si je ne me trompe pas, donc une grosse agglomération. Et je n'avais plus de cash, c'était mon anniversaire, je voulais me faire plaisir. Les restaurants n'acceptaient pas les cartes de crédit. Voilà, c'est con. Mais surtout, il n'y avait que des points ATM qui n'acceptaient pas le paiement international. Le seul qui l'acceptait était en panne. Donc, j'ai dû jeûner pour mon anniversaire au Vietnam. Voilà, globalement, c'est l'anecdote. Le lendemain, je me suis fait plaisir parce que ça refonctionnait, mais c'est ce genre de situation qui peut vous arriver. Donc au Vietnam, gardez du cash sur vous en permanence, c'est super important. Ce qui fait donc au total, allez, j'arrête de parler blablabla, je vais donner le chiffre réel. Au total, au Vietnam, sud, nord confondu sur un mois, les dépenses 950 € net avec assurance, avec les frais bancaires, avec l'antivirus, mais également les déplacements au Vietnam. Le seul déplacement que je n'ai pas compté, c'est mon billet d'avion pour faire Bangkok-Hanoï et il m'a coûté 40 €. Mais est-ce que je le compte réellement dans le budget du mois au Vietnam? Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, c'est une information que vous avez en plus. Donc entre 950 et 990 € si je compte le billet d'avion dedans. Vous voyez qu'on est quand même beaucoup moins cher qu'en Thaïlande. Par contre, il y a un débat à ce niveau-là et je trouve encore une fois que la Thaïlande gagne là-dessus. C'est que les gens ont tendance à dire que le Vietnam, je ne parle pas du Laos parce qu'également il y a le Laos et le Cambodge, vous allez le voir, avec des budgets moins chers, mais à budget équivalent, est plus intéressant de voyager au Vietnam. Je ne suis pas d'accord. Clairement, la Thaïlande a une capacité en termes de qualité d'infrastructure supérieure selon moi pour le même prix. Puisque au Vietnam, j'ai fait certains hostels qui m'ont coûté 6-7 €, qui étaient censés être des hostels de bonne qualité. Et sincèrement, ce genre d'hostel en Thaïlande, je pense qu'ils n'ont même pas 5 sur 10 en termes de notes. C'était parfois assez rustique. Mais bon, en même temps, on est voyageur solo, donc on cherche ça aussi. C'est juste que quand vous arrivez dans un hôtel qui est censé être luxueux et qu'au final, vous avez un endroit où il n'y a même pas de fenêtre et qu'il fait 15 degrés dehors et que toute la nuit, vous avez un courant d'air, voilà, c'est pas vraiment ce à quoi vous vous attendez. Donc attention, le Vietnam, ça peut être plus route que la Thaïlande globalement. On en a fini pour le Vietnam et on passe au prochain pays. C'est parti. Prochain pays, il s'agit du Cambodge. Cambodge, ça a été vraiment un coup de cœur et une belle découverte. Sincèrement, c'était un pays que je voulais faire, mais j'avais pas forcément plus d'excitation que ça à découvrir ce pays et c'était vraiment magnifique. Si vous aimez l'histoire, c'est tellement intéressant le nord du Cambodge. La culture aussi, la culture khmer est très intéressante et selon moi vraiment sous-cotée. Bref, le Cambodge a été un énorme coup de cœur. Je crois que le site d'Angkor, pas forcément le temple principal, mais du moins le site archéologique, ça a été ma plus belle découverte de voyage, tout simplement. Si vous aimez l'histoire, vraiment, il faut absolument que vous passiez au Cambodge. Surtout que vous allez voir en termes de budget, clairement, vous n'allez pas casser votre tirelire. Donc, le Cambodge, notez bien pour l'histoire, super pays. Alors, Cambodge, j'ai fait à la fois toute la région du nord, au niveau des temples, du site archéologique d'Angkor, à savoir la ville s'appelle en fait la ville de Siem Reap. Et ensuite, je suis allé tout au sud pour faire l'île de Koh Rong et également l'île de Koh Ta Kief qui, entre parenthèses, l'île de Koh Ta Kief, je ne recommande pas. Et j'ai terminé sur la capitale Phnom Penh qui, d'après les voyageurs, est une ville assez peu intéressante, mais en termes d'histoire, je vous conseille quand même de la faire, surtout que c'était quand même une ville plutôt assez agréable. Pour une ville d'Asie, c'est une ville pas trop peuplée, 2 millions d'habitants et plutôt agréable à vivre. Pour le Cambodge, j'ai fait environ 100% du temps en fait en hostel, si je ne me trompe pas.
Oui, je me trompe pas. Moi, j'ai fait l'ensemble du temps en auberge de jeunesse. Si, j'ai fait un homestay, mais c'était un homestay avec une chambre partagée, donc je vais compter ça comme une auberge de jeunesse globalement. Et en termes de budget, j'en ai eu environ pour 5 € par nuit. Oui, 5 € par nuit, vraiment pas cher. Ce qui fait donc 150 € sur l'ensemble du mois. Je vous mets des photos d'ailleurs des certains hostels que j'ai pu avoir avec des bars, des piscines. Bref, super installation. Il y en a même un, il avait 2 piscines, dites-vous. Et ça me revenait, je crois, pour 7 € la nuit, sachant que j'étais en haute saison. Donc voilà, c'est clairement pas votre poste de dépense principale, le logement au Cambodge. En termes de nourriture, cette fois-ci, vous allez être surpris. Ce n'est pas du tout la même chose qu'au Vietnam ou qu'en Thaïlande. Il faut savoir que le Cambodge est un pays qui n'a pas encore connu réellement de boom économique. Du moins, il y a un certain boom économique boosté par la Chine, mais globalement, il n'y a pas de classe moyenne qui est apparue comme en Thaïlande depuis déjà un petit moment, mais aussi au Vietnam. Donc, lorsque vous allez manger dans un restaurant, même un restaurant local globalement, c'est plutôt des touristes qui vont manger là-bas. Et donc, en termes de prix, ça se fait sentir. J'en ai eu donc pour 9,30 € par jour en moyenne, ce qui donne 280 € sur le mois. Et je n'ai pas forcé sur la nourriture internationale. Je suis resté vraiment sur de la nourriture locale à ce prix-là. Et il faut savoir que le Cambodge également, c'est un pays en fait assez sec. D'ailleurs, c'est aussi l'histoire de pourquoi la civilisation khmer s'est pas éteinte, mais du moins a dû migrer et quitter les temples dans le nord. C'est à cause de la sécheresse. Et donc, c'est un pays qui a beaucoup de mal à produire des aliments de qualité. Et vous allez beaucoup voir au Cambodge des stickers importés de Thaïlande, importés du Vietnam. Même le riz, ils en produisent au Cambodge, mais ils n'en produisent pas en assez grande quantité pour leurs besoins personnels. Donc il y a beaucoup d'imports de nourriture, ce qui explique donc cette hausse de prix. Au niveau des boissons, alors là pour le coup, ils ont développé la production de bière, je pense, parce qu'ils ont une bière locale qui coûte vraiment pas cher, même si je crois que c'est le groupe Heineken qui doit détenir cette marque, mais du moins c'est produit au Cambodge. Et ce qui fait donc que personnellement, j'aime bien une petite bière en fin de journée. Je fais pas la promotion de l'alcool, mais voilà, c'est pour vous dire juste à quoi correspond ce budget. 2,75 € par jour en moyenne, eau, plus une petite bière en fin de journée, plus potentiellement un petit cocktail, ce qui fait donc 83 € sur l'ensemble du mois. En termes, cette fois-ci, de trajets longs, en l'occurrence, j'ai noté que j'ai fait des trajets en train. Erreur, il n'y a pas de train au Cambodge, je crois pas, du moins. Si, il y en a peut-être, mais en tout cas, je ne les ai pas pris. J'ai fait trajet de bus et trajet en bateau. Les trajets en bateau, ils sont uniquement faits pour les touristes. Donc là, on casque bien, ça coûte cher. J'en ai eu au total pour 140 € sur le mois, ce qui est vraiment cher, puisque j'ai fait seulement du nord au sud et du sud au centre. J'ai pas non plus fait plein d'allers-retours. Donc c'est un prix quand même assez élevé. Mais je ne l'ai pas encore une fois, pas beaucoup négocié. Donc je pense que vous pouvez vous en sortir pour moins cher si vous voulez vous prendre un petit peu la tête avec directement la gare routière. Au niveau des trajets courts, j'ai pris le taxi, j'ai également loué un scooter et je m'en suis sorti pour environ 3,60 € par jour, c'est-à-dire 110 € au total, sachant qu'en fait la plupart du temps je n'ai pas loué de scooter, j'ai beaucoup marché à pied ou fait des trajets de groupe en minivan ou en bus, puisque au Cambodge, le ticket, qu'est-ce que je raconte? La location, je voulais dire, de scooter sur une journée est plus cher qu'en Thaïlande ou au Vietnam. On est environ sur 8 € par jour, 8 $, bref, environ 7 € par jour, donc c'est quand même plus cher pour à peu près la même qualité de scooter. Comme je vous ai dit, tout est adapté pour le tourisme international, ce n'est pas développé pour les locaux, ce qui explique ces prix, puisqu'on est environ sur un mois de salaire cambodgien. On a là quand même rapporté, ce qui fait beaucoup pour eux. On passe maintenant au poste de dépense du réseau internet et cette fois-ci, j'ai dépensé au total 12 € sur le mois avec un forfait de 50 gigas de données. Assez surprenant d'ailleurs, puisque le Cambodge, comme je vous l'ai dit, c'est un pays pauvre. On va parler concrètement quand même. Mais ils ont un développement des infrastructures au niveau d'Internet qui est assez important, comme plusieurs pays d'ailleurs d'Asie du Sud-Est. Ils ne sont pas passés par l'étape intermédiaire de la 3G comme nous, je pense. J'ai l'impression qu'ils sont directement passés peut-être d'un réseau 2G, voire juste des données mobiles simples, directement à de la 4G. Et sincèrement, en termes de débit, ça on voit là-bas. En termes de visa maintenant, vous avez une exemption de 30 jours. Donc voilà, c'est ce que j'ai activé, je n'ai pas dépensé d'argent.
Au niveau des loisirs et des activités, j'ai fait une excursion en bateau et puis j'ai fait aussi beaucoup d'aventures par moi-même. Je m'en suis sorti pour 40 € sur le mois. Donc voilà, pas de grosses dépenses particulières. Au niveau des massages maintenant, j'ai testé une fois. Sincèrement, je n'ai pas été fan. Je vous passe les détails. 10 € sur le mois. Assurance médicale. Au Cambodge, c'était mon 4e mois de voyage. Donc, comme je vous ai dit, l'assurance couvre les 3 premiers mois, l'assurance visa. Et donc, j'ai dû souscrire à une assurance de voyage privée. J'ai pris une des offres les plus chères pour être sûr d'être couvert sur l'ensemble, surtout les frais dentaires qui peuvent coûter très cher. Et ça m'a coûté au total 50 € par mois. Donc, à partir de maintenant, pour toute la présentation des autres pays, il y aura ce poste de budget en plus, les 50 € qui viendront s'ajouter. Et si je ne me trompe pas, c'était Chapka Assurance avec une des catégories les plus élevées de remboursement. Au niveau des autres budgets, dépenser 30 € par mois pour acheter quelques vêtements. Les abonnements, toujours 35 € par mois. Et les frais de retrait, je m'en suis sorti pour environ une dizaine d'euros parce que dans les frais de retrait, je compte aussi les frais de conversion. Et comme je vous l'ai dit, encore une fois, le Cambodge est un pays en développement. Ils ont beaucoup de mal d'un point de vue économique. Ils ont une monnaie, il faut le savoir, mais qui n'a pas réellement de valeur. Et donc, en fonction, parfois on vous rend des dollars américains, parfois on vous rend la monnaie locale et c'est très compliqué de comprendre le taux de change. Et donc, je pense que sur le mois, j'ai perdu une quinzaine d'euros, 10-15 € au minimum. Voilà, faites très attention à ce niveau-là. Peut-être parfois les locaux aussi peuvent faire des erreurs. Leur monnaie locale change énormément et surtout il y a beaucoup de zéros après les premiers chiffres. Donc en fait vous allez être très rapidement millionnaire. Voilà. Donc au total sur le Cambodge, j'ai dépensé 910 € sur le mois. Mais si on veut comparer aux autres pays que j'ai déjà fait, à savoir la Thaïlande et le Vietnam, on peut retirer 50 € puisqu'il y a une assurance de 50 € qui vient s'ajouter. Mais si vous commencez par le Cambodge, vous n'avez pas cette assurance Chapka personnelle à payer. Donc, vous êtes entre 860 et 910 € sur le mois. Et je vous l'annonce déjà, spoil, ça a été plutôt le pays le moins cher de l'ensemble du voyage. Le 4e pays que j'ai pu visiter, il s'agit de la Malaisie. C'était un voyage assez rapide puisque l'objectif final, c'était l'Indonésie. Mais j'ai quand même fait 5 jours à Kuala Lumpur et je vais donc vous rapporter ces 5 jours de dépenses sur l'ensemble du mois. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai changé de vêtements, ça fait du bien. Il fait chaud, on est en mois d'avril et il fait enfin suffisamment chaud pour se mettre en t-shirt. Comme en Asie, ça fait plaisir. Donc ça va être un budget de 5 jours rapporté sur un mois au total. Un mois au total uniquement à Kuala Lumpur, puisque les déplacements en Malaisie et surtout les îles du nord, du centre plutôt comme Penang et du nord comme Langkawi sont, je vais vous le dire tout de suite, assez chers. Vous allez avoir un budget de dépenses supérieur au sud de la Thaïlande si vous allez là-bas. Mais vous allez voir qu'à Kuala Lumpur, c'est un petit peu différent. En termes de budget, ça reste très abordable. Alors, en termes de logement, j'ai eu une chambre un peu particulière. En fait, j'étais dans un hostel, donc une sorte d'auberge de jeunesse, mais j'avais quand même des réelles parois de murs. Je ne parle pas d'hôtel cube comme au Japon, d'hôtel capsule, mais je parle bien de parois qui montent jusqu'au plafond. Donc en fait, j'avais comme une chambre avec réellement des murs autour de moi, mais dans un format taille de lit avec juste une armoire à côté. Alors comment on compte ça? Est-ce que c'est une chambre? Est-ce que c'est plutôt un dortoir? Sincèrement, je l'ai plus ressenti comme une chambre privée. Et au total, ça m'a coûté 11 € par nuit, c'est-à-dire 330 € rapportés sur un mois. Et j'étais, je crois, dans le quartier indien de Kuala Lumpur qui est assez central. Donc, c'est un endroit où vous pouvez rester durant un mois. En termes de nourriture, alors qu'est-ce que fait ma tablette? Voilà, j'ai dépensé environ 11 € par jour en mangeant malais et pakistanais. D'ailleurs, j'ai fait un énorme lapsus, enfin un lapsus si on peut dire ça. Il y a effectivement des travailleurs indiens en Malaisie, mais il y a surtout beaucoup de Pakistanais qui ont émigré il y a quelques dizaines d'années, qui sont d'ailleurs potentiellement malais de nationalité. Et donc, j'ai beaucoup mangé pakistanais là-bas. C'est vraiment une nourriture délicieuse que j'ai découverte. Donc, 11 € par jour, 330 € par mois. On est déjà en fait, logement plus nourriture, à 660 €. Et vous allez voir, c'est les postes en fait principaux de dépenses.
En termes de boissons, je m'en suis sorti pour 3 € par jour, c'est-à-dire 90 € sur le mois. Mais j'ai fait attention, j'ai bu uniquement de l'eau et des bubble tea. La Malaisie, c'est un pays musulman. Donc, en termes de boissons, si vous voulez pousser un peu plus loin, que vous voulez prendre une bière, un cocktail, il y a des plages, il y a un coucher du soleil, donc potentiellement ça peut être intéressant. Sachez que l'alcool est taxé et que ça coûte très cher. Donc si vous comptez dépenser un petit peu, vous prendre une bière de temps en temps, ça peut vite monter à 4-5 € la bière. Au niveau des trajets longs, je suis resté à Kuala Lumpur, donc je n'ai pas eu de dépenses, 0 €. Au niveau des trajets courts, j'ai pris 1 ou 2 fois le taxi, mais le problème, je ne sais pas si j'étais là-bas durant une période de fête, je n'avais pas l'impression du moins de ce que j'ai compris, mais les services de Grab, donc de Uber, sont assez mauvais en Malaisie, il faut beaucoup attendre, ou dans ce cas, il faut monter en option, prendre des voitures berlines, etc. Mais pour avoir des trajets économiques, c'est compliqué. J'ai dépensé entre 7 et 8 € par jour et j'ai beaucoup marché. Dites-vous, je suis parti du centre de Kuala Lumpur et j'ai rejoint le parc d'orchidées. Je ne crois pas qu'il s'appelle Orchidée exactement. Bref, il y a un parc très connu avec beaucoup de flore intéressante à découvrir dans le nord de Kuala Lumpur et tout ça, je l'ai fait à pied. Ça m'a pris 4h30 de marche. Ça m'a fait plaisir parce que les métros ne roulaient pas. Il y avait une grève visiblement ou quelque chose comme ça, voilà, je ne sais pas. Mais sachez qu'en termes de transport en commun, ça peut vite coûter cher. Peut-être que je n'ai pas eu de chance. Peut-être que finalement les métros roulent bien de manière générale, mais ce n'était pas le cas quand j'y étais. Donc on est sur 120 € au total par mois. Non, je vous dis 120 €. Mais 7-8 €, ça fait plus que 120 €. Je vais revoir mes budgets tout de suite là. Qu'est-ce que j'ai fait? 7, 8, donc j'ajoute 120 au budget final. Ben voilà, c'est plus logique les prix. Je me disais aussi que le budget moyen que j'avais mis pour Kuala Lumpur était pas bon. Mais voilà, j'ai mis à jour. Alors, je disais donc, au total, j'ai refait les calculs et en fait, pour les trajets courts, je suis environ à 240 € par mois. Ça coûte beaucoup plus cher. Par contre, je sais que l'essence coûte beaucoup moins cher là-bas, puisque la Malaisie est connue pour son exploitation des hydrocarbures. Pour la SIM card, ça m'a coûté 5 € pour une semaine, donc on va dire environ 20 € sur le mois. Et j'ai eu 15 gigas de données dont 6 gigas avec un débit élevé et les 9 gigas restants avec un débit un peu plus faible. Je vois que le soleil tourne, je ne sais pas si vous me voyez toujours bien, que je ne suis pas trop en contre-jour. Peut-être changer de spot pour la suite de la vidéo d'ailleurs. Pour le visa, il y a une exemption de 3 mois en Malaisie. Je crois que c'est le record de toute l'Asie pour les Français. Exemption de 3 mois de visa, ça veut dire que vous arrivez en tant que touriste avec votre sac, vous n'avez rien à préparer et vous n'avez rien à dépenser en arrivant sur le sol malaisien. Bon, par contre, vous allez voir, il y a un petit formulaire à remplir un petit peu compliqué. C'est un formulaire, je crois, pour avoir vos données, plus ou moins suivre vos données mobiles, votre localisation. Je crois que c'est en lien avec une loi antiterroriste qu'ils ont passée il y a quelques années de ça. Mais voilà, en tout cas, pas de souci de sécurité particulier en Malaisie, puisque je parle de ça en l'occurrence. Pour les loisirs et les activités, bon, je n'ai pas fait énormément de choses. Certains temples sont payants là-bas. Et je vous conseille particulièrement, en fait, la plupart des gens vont sur les Batu Caves, donc les marches multicolores, là, très connues, le temple, je vous dirais une bêtise, oui, il est hindou, voilà, si je ne me trompe pas. Et je vous conseille très fortement de faire la grande mosquée qui est gratuite de Kuala Lumpur. Il n'y a pas de touristes, c'est magnifique. Ils ont reproduit la grande mosquée de Turquie en Malaisie, d'Istanbul en l'occurrence, et c'est vraiment magnifique. Et au total, j'en ai eu pour rapporter au mois 70 € de dépenses. Dans les 70 €, j'y pense aussi, il y a un rooftop. Ça peut vite coûter cher, mais ça vaut vraiment le coup. La Malaisie et Kuala Lumpur, il y a beaucoup de gratte-ciel. Et donc, il y a des magnifiques rooftops et ça vaut vraiment le coup d'en essayer au moins un ou deux pour voir comment c'est, parce que c'est le genre de paysage qu'on n'a pas en France. Quoique, je ne sais pas si vous voyez ici, depuis tout à l'heure, c'est en arrière-plan. Il y a la Défense, mais bon, la Défense, c'est plus économique qu'autre chose. En termes d'assurance, à nouveau, Chapka Assurance, 50 € par mois. Pour les autres budgets, ça coûte vite cher la Malaisie si vous voulez acheter un petit gadget, des vêtements. Quand je dis que ça coûte cher, je veux dire que ça coûte plus cher que les pays que j'ai cités jusque-là, mais ça sera moins cher que la France. Et j'en ai eu pour 40 €. Pour VPN, Netflix, antivirus, 35 € à nouveau.
Les frais bancaires, j'en ai eu environ pour 4 €, sachant que j'ai fait une erreur une nouvelle fois en termes d'acceptation de devises. Voilà, c'était pas très malin, mais il faut savoir aussi que la Malaisie, au niveau des banques, toutes les banques, si je ne me trompe pas, ont des retraits internationaux, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ce qui fait donc un total pour Kuala Lumpur, je répète, il y a la Malaisie, il y a Kuala Lumpur, c'est comme si je vous compare Paris à la France. Pour Kuala Lumpur uniquement par mois, une dépense environ de 1 240 €, mais vous restez à Kuala Lumpur. Ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était une ville intéressante de par son architecture, son urbanisme. Il faut dire ce qu'il est, il y a des magnifiques parcs, les tours sont très belles, mais je ne sais pas si vous allez réellement prendre du plaisir à rester un mois sur place. Donc voilà, ce budget, vous pouvez potentiellement le diviser par 2, voire par 4, si vous restez uniquement une semaine ou 2 semaines. Et donc, globalement, on a terminé pour la Malaisie et Kuala Lumpur. Allez, prochain et dernier pays. Top. Je dis prochain et dernier pays, mais en fait on est sur l'avant-dernier pour être précis. Cette fois-ci je ne parle pas de n'importe quel pays. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y en a? Des insectes là. Bon bah en même temps il fait beau donc ils ressortent. C'est un pays un peu particulier puisque c'est ce qu'on appelle une ville-État comme pourrait l'être Andorre ou Monaco. Il s'agit, je pense que vous avez deviné, mais il s'agit de Singapour. Singapour, la ville des banques, la ville de la finance. Alors Singapour pareil, j'y ai fait au total 6 jours et je vais rapporter ces 6 jours au mois pour que vous ayez une idée du budget et que vous ayez un point de comparaison avec les autres pays. En termes de logement, j'ai dépensé exactement 22 € par nuit dans un hostel capsule qui est en centre-ville de Singapour. Vous ne pouvez pas être plus au centre-ville, c'était vraiment dans la Marina Bay si je ne me trompe pas. Et je vous mettrai quelques photos pour savoir ce que vous avez pour 22 € par nuit. C'est déjà la première bonne nouvelle. Singapour, souvent classée ville la plus chère d'Asie avec Hong Kong, on se rend compte que ce genre d'information, elle est vraie uniquement si vous prenez un appartement équivalent. Mais en termes d'offre de logement, 22 € par nuit pour un hostel assez bien logé, franchement, j'avais un bon lit et ça coûte moins cher que Paris. Donc premier cliché sur Singapour, Singapour n'est pas forcément uniquement une ville faite pour les millionnaires. Vous pouvez avoir des prix corrects. Ça fait donc 660 € sur un mois. Oui, ça peut faire un peu cher, mais encore une fois, je paye le prix par nuit. Ce qui veut donc dire que si vous prenez un Airbnb sur un mois entier, peut-être que vous allez avoir des prix moins chers par rapport au mètre carré. Je parle de mètre carré, mais je parle d'un capsule hôtel. Bref, on s'est compris en termes de surface. Au niveau de la nourriture, là, j'ai été très serré au niveau nourriture. Le budget est plus cher, mais il y a une astuce que je vais vous donner par la suite. J'ai dépensé 12 € par jour, sachant que je vais vous donner un exemple concret de ma routine, parce qu'à Singapour, en fait, quand j'ai vu les prix des restaurants qui se disaient locaux, on est tout de suite vers 15-16 € le plat. C'est des plats copieux, mais quand même, j'ai adopté une routine pour manger, à savoir tous les matins, petit déjeuner, j'allais au 7-Eleven. C'est le combini à Singapour, mais aussi dans plein d'autres pays. J'en avais pour 3 € de dépenses pour un petit déjeuner. Avec ça, j'avais une sorte de pancake et une petite boisson. Le midi, j'allais à Chinatown, qui est le quartier le moins cher de Singapour. D'ailleurs, très sympa. Et il y avait effectivement du riz biryani, poulet biryani à Chinatown. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, si, je peux vous répondre d'ailleurs. Chinatown, comme je vous l'ai dit, c'est le quartier le moins cher. Donc la communauté indienne qui s'installe à Singapour vient généralement, vu qu'ils ont un pouvoir d'achat un peu moins fort, vivre à Chinatown. Et donc vous avez beaucoup de nourriture chinoise, mais également indienne. Donc pour un plat biryani, 3 €. Et pour le soir, je restais dans le centre de Singapour, là où j'étais, et je dépensais 6 € pour un McDonald's. Oui, désolé. Mais malheureusement, c'était ce qui était de plus économique. Et la formule à 6 € à McDo était largement suffisante, très copieuse. Bon, c'est un McDo, hein, mais c'est comme ça. Je ne m'attendais pas en même temps à découvrir une nourriture riche à Singapour au niveau local. C'est plus un melting pot de comment on dit ça? Bref, un mélange de cultures. Donc c'est plus de la nourriture importée de Malaisie, importée d'Inde et importée de Chine globalement. Mais voilà, la nourriture singapourienne. Disons que j'ai beaucoup de questions dans cette vidéo. Est-ce qu'on dit singapourienne? Non, je crois pas. Mais bref, pour vous dire que la nourriture locale, je n'en ai pas réellement vu.
En termes de boissons, j'ai dépensé 4 € par jour, mais je n'ai bu aucun alcool. Je vous dis ça car sachez que le prix de la bière à Singapour est entre 7 € si vous trouvez les bières les moins chères, jusqu'à 16-17 € la canette de bière. Oui, c'est le prix, donc vous avez un prix moyen de 12 à 13 €. Et je ne vous parle pas des rooftops, je vous parle d'une bière achetée dans un 7-Eleven ou dans la rue. Donc voilà, sacré budget. 120 € sur le mois pour mes 4 € par jour en boisson. Pour les trajets longs, je n'en ai pas eu puisque Singapour est une ville-État. Quoique il paraît qu'il y a quelques coins à découvrir. Ce n'est pas réellement des trajets longs, je ne les ai pas faits, mais il y a une zone avec des plages qui n'est pas si mal que ça. Il y a aussi une ou deux îles qui appartiennent à Singapour que vous pouvez potentiellement visiter. Mais ça reste dans la sphère quand même assez proche. Je pense que voilà, vous en avez pour moins d'une heure au total. Au niveau des trajets courts, j'en ai eu pour 6 € par jour. Oui, ça m'a coûté moins cher que Kuala Lumpur, tout simplement parce que le métro singapourien est beaucoup plus efficace. Il y a des arrêts partout dans le centre-ville, c'est là où j'étais, donc c'était très pratique, beaucoup plus efficace que le métro de Kuala Lumpur. Et le forfait n'est pas si cher que ça, quoique vous allez voir le trajet pour aller de l'aéroport au centre-ville coûte assez cher, mais ça coûte quand même moins cher que les taxis globalement. Et donc je disais 6 € par jour, 180 € par mois. Pour la SIM card, j'ai dépensé 50 €, enfin rapporté sur le mois, ça me coûterait 50 € pour avoir 50 gigas de données. Je suis au courant que ça peut coûter moins cher. J'ai fait l'erreur de prendre une SIM card à l'aéroport, mais je pense qu'il faut que je compte aussi ces petites erreurs dans ce budget puisque vous allez certainement en faire aussi. Bref, on commet tous des erreurs de voyage et je pense que c'est important également de les comptabiliser. Allez, je me dépêche parce que je me rends compte que le soleil est en train de tourner. Pour le visa, vous avez une exemption de visa de 90 jours, donc d'un mois et demi. Aucune dépense. En termes de loisirs et d'activités, j'en ai eu pour 35 € la semaine, donc environ 140 € par mois. Mais j'ai une super astuce pour vous, vraiment une astuce dont personne ne vous parle et je pense que c'est un point super important pour votre voyage à Singapour. Alors, je vous explique. À Singapour, il y a beaucoup de parcs à visiter, il y a des rooftops magnifiques, etc. Et à chaque fois, il faut payer la prestation. Par exemple, quand je monte sur un rooftop, je dois déjà payer ma consommation d'alcool. Ça coûte de canettes de coca, etc. Ça coûte environ 10-15 €. Il y a un jardin aux orchidées qui est le plus grand au monde, magnifique. Il y a aussi le jardin de la baie, Marina Bay, peut-être que vous connaissez, avec ces sortes de champignons métalliques ou plus ou moins en forme d'arbres qui sont juste magnifiques. Et ça, il y a des accès payants sur les passerelles. Et j'ai une astuce super pour vous à vous communiquer. Si vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans, vous pouvez dire que vous êtes étudiant en montrant un badge étudiant peut-être que vous avez il y a quelques années de ça. Et je l'ai testé, ça passe et ça vous permet de dépenser seulement 1 € symbolique. D'ailleurs, je vous dis 1 € symbolique, mais je crois que c'est 1 ou 2 $, singapouriens. Donc, ce qui fait à peu près 1 € de dépenses pour l'accès à ces activités. 1 € versus 15 €. Donc, je vous conseille réellement de tester cette solution. Alors, bien entendu, il ne faut pas mentir. Si vous n'avez pas de carte d'étudiant, ce n'est pas valable. Mais si vous avez, moi j'avais un vieux mail d'inscription dans mon école qui datait quand même d'il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai montré. Bon, visiblement, c'est passé. Donc, je ne pense pas que ça soit réellement à arnaquer le guichet de faire ça. Mais voilà, astuce très importante à savoir. Donc, moi, j'ai dépensé 35 €. Mais en fait, si vous faites ce système, vous pouvez dépenser seulement 5 ou 6 € sur l'ensemble du mois. Petite erreur, j'ai dit 35 € sur le mois. Je voulais dire 140 € sur le mois puisque c'est 35 € de dépenses par semaine. Donc l'écart est encore plus important. 140 € de dépenses sur le mois versus si vous utilisez cet avantage de carte étudiante, peut-être une dizaine, quinzaine d'euros. Donc la différence est quand même assez énorme. Pour les massages, je n'ai pas testé puisque à Singapour, les seuls massages qu'il y a priori, c'est dans des spas et ça avait l'air de coûter très cher. Donc ce n'était pas un budget que j'avais envie de développer. Pour l'assurance, on est toujours sur 50 €, assurance médecin. Pour tout ce qui est autre, là c'est important, 100 €. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis arrivé à Singapour, j'avais plus d'adaptateur. Je me suis dit, je vais acheter un petit adaptateur. 70 € l'adaptateur. Alors pourquoi? Les adaptateurs là-bas, prise électrique, secteur, ça commence à peu près à 15 €. Le problème, c'est qu'il y a seulement de l'USB type A disponible dessus.
Pourtant, j'ai fait au moins 7 ou 8 7-Eleven, y compris une boutique spécialisée. Et l'USB type A recharge en, si je ne me trompe pas, 35 watts maximum. Bref, c'est assez technique, c'est juste pour vous dire que je ne pouvais pas recharger mon ordinateur portable. Et moi, je réserve toujours avec mon VPN sur ordinateur portable mes billets d'avion et j'avais besoin de sortir de Singapour. Donc, j'ai dû prendre un adaptateur qui acceptait 90 watts de puissance puisque moi, mon PC fonctionne avec 70 watts. C'est technique, mais c'est un détail et c'est le genre de détail qui peut vous coûter très cher. Donc, au total, 100 € sur le mois et encore, je suis gentil. Abonnement VPN, Netflix, antivirus, vous connaissez, on est sur 70 €. C'était un piège, 35 €, c'était pour voir si vous suivez. Et les frais bancaires de retrait, 0 €, comme je vous ai dit, Singapour, capitale de la finance. Je ne sais pas si, en l'occurrence, Boursorama, j'avais donné l'exemple de Boursorama, a son siège là-bas, mais il y a beaucoup de banques qui ont leur siège social, ou du moins leur siège asiatique qui est à Singapour, pour plein de raisons différentes que je vous épargne. Ce qui fait donc au total un budget sur un mois pour uniquement Singapour, si je ne vais pas sur les petites îles singapouriennes un peu plus loin, ou si je ne me déplace pas dans les terres, un budget de 1668 € net. Mais c'est de manière rustique, puisque la question c'est est-ce que vous allez tenir la routine comme moi je l'ai fait durant 5 jours. Je rappelle ma routine, hein. Un pancake le matin, un biryani toujours le même le midi et un McDo toujours le même menu le soir à 6 €. La réponse est non. Clairement, si vous restez un mois, donc on va pouvoir ajouter au moins 150 € de nourriture, soit singapourienne, soit de nourriture internationale. Ce qui veut donc dire que votre budget, si vous êtes comme moi, vraiment route, 1668 € par mois. Mais si vous voulez un peu plus profiter, parce que je me suis limité à Singapour, on va être plutôt à 1800 €. 1800 € qu'on peut soustraire si on utilise l'astuce que je vous ai donnée sur la fameuse carte étudiante. Petit point avant de passer au prochain pays pour vous dire que je serais très intéressé que vous me partagiez en description de la vidéo votre avis sur les différentes dépenses et le budget pour un mois que j'ai renseigné par pays. Et surtout, si vous avez déjà fait l'Asie du Sud-Est récemment, après 2020, après le Covid, de m'indiquer c'était quoi vos dépenses moyennes. Ça permet quoi? Ça me permet déjà moi d'avoir un peu plus une moyenne des dépenses en tant que voyageur. Même si vous êtes voyageur en groupe, hein, vous pouvez aussi dire voilà, on est parti à 3, c'était ça nos dépenses. Et ça permet aux gens qui n'ont pas encore fait le voyage en Asie, qui regardent cette vidéo, de croiser les informations pour vérifier, puisque je n'ai pas la vérité absolue. Et donc ça va leur permettre d'avoir un peu plus d'informations et d'étoffer leur préparation de voyage. Donc vraiment, espace commentaire fait pour ça. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec les budgets proposés. Allez, on repart sur la vidéo. Dernier pays et pas des moindres, il s'agit d'un pays transcontinental. C'est un pays qui part de l'Asie, qui part de la Malaisie, de Malacca et qui va jusqu'en Papouasie et donc en Océanie. Il s'agit de l'Indonésie. Alors, l'Indonésie, comme je vous l'ai présenté, c'est un énorme pays. Au total, il y a 17 000 îles, dont plus de 900 qui sont habitées. Plein de religions différentes. C'est un pays en plein développement économique. Ce qui veut donc dire qu'il y a de grands écarts entre les classes riches et les classes moyennes, puisqu'il y a une grosse classe moyenne qui est en train de se développer en Indonésie. Et donc, cet écart, il se reflète aussi sur votre voyage. Donc moi, je vais donner mon budget pour 3 îles d'Indonésie, mais il reflètera uniquement le budget de dépenses pour ces 3 îles en question. Il y aura des îles beaucoup plus chères, je pense notamment si vous allez vers Raja Ampat, mais il y a aussi des îles beaucoup moins chères si vous restez sur Java ou vous allez sur Sumatra. En l'occurrence, le budget que je vais vous donner, c'est un budget backpacker pour des destinations assez connues d'Indonésie. À savoir, j'ai commencé par Bali parce que c'était un peu... Je voulais voir en fait comment Bali était clairement. Je savais qu'il y avait beaucoup de... Comment trouver mes mots sans critiquer trop Bali? Beaucoup de débats, ouais, on va dire ça comme ça, sur Bali. Et je voulais voir de mes propres yeux si Bali valait toujours le coup. Je vous le dirai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. J'ai fait ensuite Lombok, qui est la petite sœur de Bali. Ah, les gens n'aiment pas trop qu'on dise la petite sœur de Bali. Bref, c'est une île quand même assez différente, mais qui est juste à l'est de Bali, à peu près la même taille. Une culture bien différente par contre, puisque c'est une île musulmane. Et j'ai fini par l'île de ce qu'on appelle en français Flores, mais qu'on appelle aussi Nusa Tenggara Est, si je ne me trompe pas, donc oriental. Il s'agit en fait de l'île qui donne sur le parc national de Komodo.
Komodo, je pense que vous connaissez. Et donc, je vais faire la moyenne pour ces 3 îles, sachant que les budgets étaient à peu près similaires, même si Lombok était un tout petit peu moins cher. Komodo était prix intermédiaire, donc Flores, et Bali, vous pouvez trouver pas cher, mais vous pouvez trouver aussi extrêmement cher. Et donc, il y a certains moments où j'ai dû dépenser un petit peu plus. On part sur le premier budget de dépenses, le logement. J'ai fait environ 50% du temps en hostel. Allez, petite guêpe du balai. Voilà, c'est bon. Je disais donc 50% du temps en hostel et 50% du temps en hôtel ou en homestay dans des super chambres. Et sincèrement, je n'ai pas lésiné sur la qualité. J'en ai eu en moyenne pour 8,30 € par nuit. Je ne sais pas pourquoi ces guêpes sont si focalisées par la caméra. C'est dingue, j'aurais jamais cru. Donc 8,30 € par nuit. Ce qui veut donc dire que sur le mois, ça donne 250 € en moyenne de dépenses. Pour la nourriture, j'ai dépensé 8,70 € par jour, sachant que j'ai mangé beaucoup de nourriture indonésienne, mais il faut savoir que la nourriture internationale, et notamment sur les îles indonésiennes, je sais que l'Indonésie, c'est des îles globalement, mais quand je dis îles, c'est îles de taille moyenne, telles que Bali, Lombok. Les budgets de la nourriture internationale peuvent coûter un peu plus cher et je me suis fait plaisir, surtout que, on va se le dire entre nous, j'ai mangé raclette à Bali. Oui, c'est possible, une raclette savoyarde. Mais vous gardez ça pour vous, d'accord? C'est un petit secret un peu inavouable. Ça faisait 7 mois et demi, je crois, j'étais en voyage et voilà, j'avais besoin de manger français. Donc c'est aussi pour ça que le budget a un peu augmenté. Ce qui fait donc 262 € sur le mois. Pour les boissons, je suis à 4,65 € de dépenses par jour, le budget le plus élevé de très loin, puisque les Indonésiens sont très fêtards. Je me suis fait pas mal de potes indonésiens, très sympas. Et donc voilà, c'est m'arrivé de consommer un peu d'alcool en soirée, ce qui fait donc que ça a gonflé le budget. Donc environ 140 € sur le mois, en fonction de votre poste de dépenses. Pour les trajets longs, j'en ai eu pour 150 € par mois, c'est plus cher que les autres pays, c'est normal. Vous voyagez d'île en île, il y a plein d'options, mais parfois ces options s'amoindrissent lorsque vous sortez des spots touristiques. Je pense notamment à Lombok, il y a déjà un peu moins de possibilités de transport. Alors il y a quand même un aéroport, mais ça coûte extrêmement cher. Et moi je vous donne un budget en tant que backpacker, donc on va plutôt partir sur le principe que vous prenez un bus à Bali, plus un bateau, plus un bus, plus un taxi. En fait, c'est le trajet qu'il faut pour aller de Kuta Bali à Kuta Lombok. Et voilà, ce budget est tout simplement plus élevé que la moyenne, mais c'est assez logique quand on voit la géographie de l'Indonésie. Pour les forfaits mobiles, j'en ai eu pour 32 € au mois avec 70 Go de données. Ces données, elles fonctionnaient assez bien, sincèrement, et voilà, ça a été suffisant dans la majorité des cas. L'Indonésie est en train de développer ses infrastructures au niveau Internet. Donc pour Bali, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Pour Lombok et Flores, c'est en développement. Et voilà, pour les îles un peu moins touristiques, puisque Lombok et Flores restent tout de même en passe de devenir touristiques, les autres îles, un peu plus compliquées. En termes de visa, vous avez une exemption de visa de 1 mois lorsque vous arrivez sur place. Et j'ai étendu cette exemption puisqu'on a le droit de repousser cette extension. Cette fois-ci, vous activez un visa pour un 2e mois et ça m'a coûté 58 € en passant par une agence locale. Ce qui veut donc dire que divisé par 2, on est environ à 25-28 € par mois puisque c'était le budget sur 2 mois. Vous pouvez également activer un visa 2 mois e-visa en avance et vous en avez à peu près pour le même prix, à savoir même un peu plus cher, je crois que c'est dans les 90 €. Et dans ces 90 €, vous n'êtes pas obligé de retourner en agence pour recycler votre visa. Pour les loisirs et les activités, j'en ai eu pour 230 € par mois. Oui, c'est cher, je le sais. C'était mes derniers mois de voyage et j'étais encore très large en fait sur le budget que j'avais calculé. Donc je me suis fait plaisir, surtout que comme je vous ai dit, j'ai fait le parc national Komodo. Et là-bas, à Flores, il y a des plongées qui sont extrêmement réputées, qui étaient magnifiques à faire et les plongées coûtent un peu plus cher. J'ai aussi fait le Komodo Tour qui part de Lombok en bateau durant 3 jours et qui va jusqu'à Flores. Ça aussi, c'est un budget en plus. Je vais vous donner d'ailleurs les prix de ces excursions. Ça va vous donner comme ça une petite idée. Pour l'excursion en bateau de 3 jours, tout compris nourriture, boisson. Quand je dis boisson, c'est non alcoolisé, hein, je précise bien. Allez là! Je me fais embêter là par des... C'est même pas des guêpes, vous savez, c'est des mouches qui imitent le coloris des guêpes. Pénible ça. Je disais donc, pour l'excursion 3 jours en bateau de Lombok à Flores, avec des stops,
On a vu des trucs magnifiques vraiment. On a fait des stops sur des îles paradisiaques, etc. Ça coûte environ 160 € pour dormir sur le deck du bateau. Et puis c'est assez confortable quand même. Pour les plongées à Flores, donc les plongées les plus chères selon moi d'Indonésie ou dans les plus chères, mais aussi les plus réputées. C'est pour ça, lorsque vous partez faire une excursion plongée, souvent vous avez 3 plongées de comprises dans le pack d'environ, je pense, 30 minutes. Et j'en ai eu pour 110 €. C'était le 2e mois. Et donc c'est pour ça que 160 plus 110, vous vous dites, on est à plus de 230 par mois. Mais donc rapporté par mois avec les autres activités secondaires, on est environ à 230 € de dépenses. Et encore une fois, je vous donne la fourchette haute des dépenses, d'accord? Il est possible que vous dépensiez beaucoup moins que moi en fonction des activités que vous choisissez. Au niveau des massages, puisque oui, l'Indonésie, il y a certaines régions en Indonésie qui sont connues, réputées pour leurs massages médicaux. J'en ai eu pour 57 € sur le mois. C'est assez élevé. Pour vous expliquer, j'ai eu un petit souci au niveau du dos. J'étais totalement bloqué en fait. Et j'avais besoin de débloquer tout ça. Et donc j'ai fait des massages de nerfs qui sont des massages traditionnels à Lombok. Ils viennent en profondeur suivre votre nerf tout simplement. Je ne sais plus quel nerf exactement qui est, alors en l'occurrence dans le dos et dans la jambe pour le problème que j'avais. C'est extrêmement douloureux mais ça marche très bien. Et j'en ai eu pour 57 €, mais il faut savoir, anecdote intéressante, que ces 57 €, c'est pas 57 € que j'ai donné au masseur. À Lombok, il y a une tradition, c'est que c'est pas très touristique ce massage de nerfs, c'est quelque chose pour les locaux de base et c'est pour ça que ça fonctionne comme je vais vous l'expliquer. Vous devez plutôt apporter de la nourriture. En l'occurrence, moi j'apportais des sacs de riz et en échange du sac de riz, j'avais le droit à ce massage de nerfs fait par un professionnel pour vraiment essayer de me soigner. Donc environ 57 €. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas allé à l'hôpital, il se trouve que Chapka Assurance ne couvrait pas certaines cliniques privées qu'il y avait à Lombok. Et voilà, qui dit privé dit prix exorbitant. Donc je voulais éviter, si possible, de passer par là. L'assurance, j'en ai quand même eu pour 50 € par mois, malgré tout avec Chapka. Ils m'ont quand même remboursé quelques médicaments. Ça peut coûter très cher en Indonésie, sachez-le. Je ne sais pas pourquoi, mais les médicaments en Indonésie, ils ont craqué. En fait, c'est le prix des médicaments en France non remboursés. Voilà, vous imaginez un peu le genre de prix que c'est. 35 € pour tout ce qui est VPN, Netflix, antivirus, comme d'habitude. Pour tout ce qui est autre, j'en ai eu pour 10 €, mais j'ai crashé mon drone. Et je l'ai vraiment bien crashé. Le drone bras cassé, le corps principal central du drone explosé en morceaux. Je me suis dit que c'était mort. Et j'ai vu qu'il y avait un gars qui réparait les drones DJI. Donc j'ai tenté, j'en ai eu pour 120 €, ce qui est par rapport au prix de mon drone très peu cher. Et le mec a tout réparé. Il a refixé les bras, il a changé 2 moteurs sur les 4, il a changé la partie centrale du drone. Heureusement, miraculeusement j'ai envie de dire, la gimbal, c'est-à-dire la stabilisation mécanique de la caméra n'était pas endommagée, c'est ce qui coûte en général le plus cher. Et donc j'en ai eu pour 120 €, mais je ne le compte pas vraiment dans le budget puisque je ne vous souhaite pas de crasher votre drone là-bas, tout simplement. Le drone d'ailleurs avait fait une chute de plus de 60 mètres de haut pour vous dire. Je vous épargne les détails. Donc au total, j'en ai eu pour 1351 € par mois pour l'Indonésie, plus les 120 € de drone. Mais je ne vous le compte pas dans le budget parce qu'on va partir du fait, voilà, on va être optimiste que vous n'allez pas cracher, vous n'allez pas détruire votre matériel électronique qui coûte cher. Si c'est le cas, bah voilà, vous savez que vous pouvez augmenter votre budget de 100, 150 €. L'Indonésie, ils sont très qualifiés pour réparer tout ce qui est électronique. Globalement, c'est le cas en Asie. J'ai une amie aussi qui a craché son drone au Vietnam. Ça a été très simple à réparer. Alors, des fois, ça fait un peu peur à voir puisqu'ils manipulent le drone sans outils, sans gants, sans rien. Bref, ils mettent les doigts dans les composants. Ça peut faire peur, mais ça ne coûte pas cher. Donc, on retient 1350 € pour un mois à Flores, à Lombok et à Bali. C'est le prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, m'indiquer quel a été votre budget, si vous avez déjà fait l'Asie du Sud-Est, les points de comparaison qu'on peut avoir, puisque l'espace commentaire est aussi fait pour ça, pour les personnes qui veulent partir en voyage, s'ils veulent croiser les informations avec votre voyage que vous avez entrepris. Notez-moi en commentaire le budget que vous avez dépensé par pays, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, puisque encore une fois, c'était mon mode de transport. Et donc, forcément, d'une personne à l'autre,
Ça peut varier, mais globalement, ce que je vous ai donné, c'était les sources que j'estime les plus fiables et les plus précises de budget. Allez, on like, on partage et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde!